Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Christophe Dudy, dirigeant de Cloître Imprimeur à Saint-Onand. Originaire de Vendée, Christophe déménage dans le Finistère pour reprendre Cloître en 2012. Très investi dans le monde de l'imprimerie, il a également été président d'Impri Club, un réseau national d'imprimeurs pendant plus de 4 ans. Alors que le secteur est majoritairement en déclin, Cloître affiche à l'inverse un taux de croissance positif chaque année, y compris en 2020. Dans cet entretien, nous avons essayé de décrypter les clés du succès de Christophe et de Cloître. On vous les partage tout de suite. Bonne écoute! Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Cloître pour cet épisode de Plein Phare. D'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter Cloître et ce que fait Cloître au quotidien? Cloître est un imprimeur. On est né en 1937. 115 salariés, 14,5 millions de chiffre d'affaires, réalisé à 70% sur la Bretagne, le reste un petit peu sur Paris. Spécialité généraliste, c'est-à-dire qu'on imprime tout, de la carte de visite au livre d'art, en passant par des dépliants, des brochures, des catalogues, des panneaux, des affiches, des bâches, tout ce qui s'imprime. Et on se revendique comme un expert de la communication imprimée. Christophe, avec des chiffres comme moins 7% de production globale d'imprimés au premier trimestre 2019, moins 9% sur la même période en 2020, est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour être imprimeur aujourd'hui ? Je ne sais pas s'il faut l'être plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. J'ai pas eu la chance de connaître l'âge d'or de l'imprimerie dans les années 80. Le métier d'imprimeur est en déclin depuis cette période-là, depuis le début des années 90. Les chiffres même que vous annoncez, ils sont même, je pense, en dessous de ce qui se passe. Après, comme tous les métiers, il faut avoir une conviction et une passion. Enfin, moi, ça reste l'imprimerie, c'est la passion du métier plus que l'appât du gain, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des performances économiques intéressantes, compte tenu de la difficulté que l'on a à pouvoir résister à la concurrence soit étrangère, soit de nouveaux médias. Mais c'est un métier qui est fabuleux, qui englobe plusieurs métiers dans le métier, et c'est ce qui fait qu'il en est passionnant. Donc non, pas fou, mais faut être passionné. Cela dit, en 2020, tu enregistres une hausse de 1,5% de ton chiffre d'affaires. Alors que la majorité des imprimeurs français sont en déclin, comment fait Cloître pour sortir du lot ? Excellente question. Si le Covid n'était pas passé par là, c'était même pas un 5 de progression, c'était même 5% qu'on avait prévu de faire. Pourquoi ? Je pense que c'est une conjonction de plusieurs choses. On a toujours une politique d'investissement très soutenue qui nous permet d'avoir des équipements au top de ce qui se fait. Une communication et une politique marketing très tournée vers les réseaux sociaux, la vidéo. Enfin, on essaye de communiquer, de dire qui on est, comment on bosse, et on essaye de le faire savoir. Et troisième chose, commercialement, notre positionnement, il est peut-être différent des autres imprimeurs. On essaye d'être en amont du projet pour accompagner le client dans son choix de communication imprimée et de l'aiguiller justement sur les meilleurs moyens de le faire, soit sur le support, soit sur le façonnage qui va être réalisé, soit le type d'impression, et peut-être des fois la quantité. Ça ne sert à rien de faire des grandes campagnes, il faut peut-être en faire un peu moins, mais qu'elles soient un peu plus impactantes. Maintenant, il y en a plein d'autres qui réussissent. Le seul truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui effectivement, pour qui c'est dur, parce que les volumes baissent continuellement. On entend beaucoup que le papier est mort ou en voie de l'être, qu'il faut faire place au numérique. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et deuxième question qui est un petit peu liée, c'est pour ça que je te la pose en même temps. Est-ce que l'imprimé connecté, c'est l'avenir ? Alors, le papier est loin d'être mort, ça c'est clair. Par contre, c'est sûr qu'on n'utilise plus le papier de la même façon qu'on l'utilisait il y a 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Maintenant, dire que le digital remplacera le papier, ça j'y crois pas. C'est deux médias qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être efficaces sur le papier et d'autres qui vont être efficaces via une communication digitale. L'erreur à faire serait de tout faire basculer vers du digital ou tout basculer vers du papier. On se rend compte qu'il y a des applications qui ne marchent pas sur le digital et d'autres qui font leur retour en force. Je pense toujours aux cartes de vœux, c'est l'exemple frappant. On avait basculé sur une période sur du digital, des vœux numériques. Ouais, c'est génial, sauf que c'est impersonnel au possible. Complètement. Et tout le monde s'en fout, on ne lit même plus. Alors qu'aujourd'hui, la carte de vœux revient en force, mais elle est plus comme avant. Elle a été mieux travaillée, plus impactante, personnalisée. Et ça, il n'y a que le papier qui peut transmettre ces émotions-là. Alors l'imprimé connecté, l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui permet aussi de faire
un pont entre le papier et le digital. Via notamment un smartphone, clac, on vient scanner l'image que l'on trouve sur le catalogue, sur le calendrier, sur ce que l'on veut, et ça nous renvoie du contenu. Donc on a une réalité augmentée, un contenu augmenté du document papier. Donc au-delà de l'effet waouh, parce qu'il y a un côté génial, c'est sympa, il y a certaines applications pour lesquelles c'est très approprié. Tu as des exemples justement d'applications ? Il y a par exemple le fonds Hélène-Édouard Leclerc qui l'utilise pour son guide de visite. Si vous êtes tout seul et que vous n'êtes pas forcément un expert en art, avec votre smartphone, vous scannez l'image et là, peut-être qu'il y a, un bonus concernant une œuvre. Ça, c'est une application qui fonctionne bien. Un programme culturel, si vous ouvrez un programme culturel, tiens, il y a un artiste, je ne le connais pas, je scanne dessus, bim, ça renvoie sur une chanson sur YouTube, et on se rend tout de suite compte de ce que c'est. Est-ce que ça plaît pas? Parce qu'une photo, c'est bien, mais on n'entend pas la musique. Donc voilà, c'est essayer de combiner les deux. Ça peut être des tutos, un catalogue de bricolage, comment utiliser ou comment monter telle chose, hop, on scanne l'image et il y a le tuto derrière qui montre comment faire la chose. Mais c'est toujours associé à du contenu vidéo ou audio, quoi. On a lu que tu aimais présenter Cloître comme un artisan industriel. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alors déjà, je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc, lorsqu'on oppose deux choses dans une phrase, ça a un nom. Oxymore. Un oxymore ? Un oxymore, j'aime bien ces trucs-là. L'artisan industriel, spécialité généraliste, voilà, c'est ce genre de choses. Alors déjà, c'est pour attirer l'attention, parce que l'artisan et industriel, ça ne va pas ensemble, mais pourtant, on est des artisans dans le sens où chaque produit que l'on fait est unique, mais on doit le répéter de façon industrielle. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'avoir l'accueil de l'artisan et le professionnalisme de l'artisan, la proximité de l'artisan, mais on est capable de le faire à échelle industrielle. Toi, tu as repris la tête de Cloître en 2012. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? À l'époque, j'étais directeur salarié dans une autre imprimerie sur Bordeaux. Et lorsque Jean-Yves Lenormand, le président de l'époque, m'a demandé de venir, c'était pour assurer justement une transmission de l'entreprise. Ça s'est fait naturellement, on bossait déjà ensemble. C'était le président d'un groupement d'imprimeurs qui s'appelle Impri Club, avec qui j'avais travaillé, donc on se connaissait déjà. Et ça s'est fait naturellement. J'ai trouvé une entreprise avec une ambiance excellente. On aurait pu croire qu'une entreprise de 100 personnes, on se dit oui, voilà, il n'y a plus de place à l'humain, il n'y a plus d'ambiance familiale. Au contraire, Cloître, c'est vraiment une grosse équipe, une grosse famille où les gens bossent les uns avec les autres. Et ça, ouais, ça avait été une grosse surprise. Et puis, je me suis vite mêlé à l'équipe. Et maintenant, voilà, ça fait quasi 9 ans que l'on vogue ensemble. Justement, comment ça se passe, la gestion d'une entreprise de 115 salariés ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde se connaisse et puisse nouer des liens alors qu'on est 115 ? Alors, ils ne m'ont pas attendu avant de tous se connaître. La particularité de Cloître, c'est qu'on a toujours, que ce soit les dirigeants successifs, on a toujours mis l'homme au centre des débats, enfin l'humain. C'est-à-dire qu'il y a un aspect social et sociétal de l'entreprise. On n'est pas juste là pour, comme je disais tout à l'heure, pour engranger du profit. C'est une conséquence. Mais l'objectif de la société, c'est d'abord de faire vivre les gens dans la société. Donc, lorsqu'on a cette approche-là, on essaye de faire vivre les gens ensemble. Et alors après, c'est plein de petites choses. Déjà, c'est se dire bonjour tous les matins, organiser des pots, des repas, des fêtes, et puis des événements que l'on réalise un peu. Là maintenant, depuis 9 ans, on en a fait quelques-uns. On avait fait la Drupa, on était tous partis en Allemagne pour le salon des arts graphiques. Quand on part à 80, ça crée des liens. Quand on est tous dans un bus, il y a eu des voyages qui ont été organisés par les CE. Donc tout ça, c'est des choses qui font que les équipes vivent autre chose que du boulot ensemble. Donc ça, ouais, mais ça c'est de tout temps à jamais. Les gens ont toujours eu envie de faire des choses ensemble. Alors moi, il y a un truc que je trouve génial dans votre approche managériale. Alors là, c'est lié au travail à proprement dit. C'est les écrans de télé qui sont dans vos salles de production. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? C'est tout simple. C'est des écrans d'information. Et la genèse de ça, en fait, c'est... Moi, j'ai eu la chance de grandir parce que j'ai eu accès à plein de choses. J'ai eu la possibilité de visiter des imprimeries, de rencontrer des dirigeants et d'autres fournisseurs. Et c'est ça qui m'a fait grandir humainement et professionnellement. Depuis que j'ai repris l'imprimerie, je n'ai de cesse de vouloir
donner cette chance à un maximum de personnes chez nous. Donc dès qu'on a l'occasion, j'essaye de faire partir des collaborateurs dans d'autres imprimeries qui découvrent le métier vu par d'autres personnes. Mais c'est sûr que quand on a 5-15 personnes, on ne peut pas envoyer tout le monde. Donc ce que je me suis dit, si je ne peux pas faire découvrir un maximum de choses à l'extérieur, je vais faire venir les choses de l'extérieur à l'intérieur de l'imprimerie. D'où ces écrans qui communiquent alors, sur plein de choses, sur la prise de commande, le chiffre d'affaires qui s'incrémente tous les jours, minute par minute, seconde par seconde, la non-qualité, le nombre de colis envoyés dans la journée, chez qui, les remerciements des clients, parce que dans les entreprises en général, le mail arrive sur la boîte mail du commercial, mais tout le monde a participé à ce dossier-là. Et bien souvent, tout le monde n'a pas l'information. Alors que là, tout le monde est au courant. On annonce les visites, qui est-ce qui vient visiter. On annonce les petites histoires de la semaine. Quand il y a des salariés qui ont... Je sais qu'à un moment, Eric avait fait un marathon. On l'a mis en valeur. Tous les événements qui fait que on a toujours plein d'informations à communiquer sur la vie d'une entreprise. Et ça fait partie aussi des choses qui sont transmises sur ces écrans. Et la manière dont c'est perçu par tes salariés ? Plutôt, j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de ça, bien au contraire. Enfin voilà, c'est ne serait-ce que même par exemple avec le CSE. Le CSE aujourd'hui, tiens, est-ce qu'on peut utiliser les écrans pour communiquer sur ? Oui, bien sûr. Enfin, c'est un moyen de communication. On révolutionne un peu le tableau où on met les notes de service. Et, est-ce que tout le monde l'a lu ? Est-ce qu'on l'a pas vu ? Là, en général, avec les 8 écrans qu'on a dans l'imprimerie, en général, tout le monde voit l'information. Ou alors, il faut vraiment passer à côté. Avec Print Different, qu'apporte Cloître de différentes entreprises ? Quelles sont vos offres ? Le Print Different, moi, mon souci, c'est j'aime pas les cases. J'ai toujours essayé d'être en dehors des cases. Et Cloître, je trouve que justement, on n'est pas à mettre dans une case, on est différent. On fait la même chose que tout le monde, mais on le fait différemment. Aujourd'hui, on dit print différent, mais si je reprends la genèse de la chose, Jean-François Cloître, qui était un ancien dirigeant, une des accroches de Cloître, c'était, alors je ne vais pas le faire, mais en breton, il disait « pas de choses nouvelles, mais faites différemment ». On est toujours dans ce truc-là, c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de sortir de la ligne droite et essayer d'aller voir ce qui se passe un peu à droite, à gauche, pour essayer d'avoir une vision différente, mais d'apporter aussi une vision différente sur la communication, ce qui permet, quand on est différent, oui, on nous remarque, et quand on nous remarque, c'est un peu ce qu'on cherche en communication, on nous retient. Donc, et le print différent, c'est ça, c'est à l'image du petit poussin, si vous avez vu il y a un petit poussin qui n'a pas, pour nos auditeurs, un petit poussin qui n'a pas de crête et l'autre qui a une crête de punk. Oui, ça choque, ça interpelle et ça marche. Donc le print différent, c'est ça. Vous avez aussi eu l'idée de développer une offre Web to Print. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste ? Alors, ce n'est pas une offre web telle qu'on peut le trouver lorsqu'on tape www.imprimezpascher.com sur Internet. Je ne ferai pas de pub à mes confrères. Le Web to Print que l'on développe, nous, c'est un tout autre service. Nous, le service Web to Print, c'est un service dédié au client. C'est-à-dire qu'en fonction d'une problématique et d'un besoin du client, on va lui personnaliser ses besoins en print. Et globalement, c'est une caisse à outils dans laquelle il vient chercher ses cartes de visite, ses catalogues, ses flyers, ses dépliants, sa campagne de com. Et tout ça, c'est personnalisé. Et l'avantage chez nous, c'est que ça rentre dans un flux automatisé et donc une meilleure réactivité. Et donc là, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que tu penses que ça participe à la fidélisation des clients ? Bien sûr. En règle générale, lorsque les clients goûtent Cloître, ils aiment bien en général. Mais en plus, lorsqu'ils sont en Web to Print, là, c'est l'expérience client qui est vraiment optimisée. Voilà, c'est comme on se connecte sur sa messagerie tous les matins. Là, on se connecte sur le service Web to Print. On fait nos actions, on commande, on modifie, on change. Plutôt que d'appeler l'imprimeur, savoir s'il peut le prendre, s'il peut pas, est-ce que je peux avoir un devis. Donc là, tout est déjà réglé. Ça lui facilite l'expérience client. Après, on ne veut pas non plus supprimer la relation humaine. Il faut garder cette relation. Enfin, nous, on y croit beaucoup. Mais ça simplifie quand même nettement le quotidien du consommateur. Dans l'imaginaire collectif, l'imprimerie, c'est souvent quelque chose d'un petit peu connoté ancien, pas très moderne.
Au contraire, Cloître a une stratégie de communication qui est hyper innovante, hyper moderne. Comment est-ce que vous avez trouvé cet axe de communication ? Alors, moi, je suis toujours étonné quand on me dit qu'on est innovant. Moi, j'ai l'impression qu'on fait ça. Enfin, ça fait partie de nos envies, en fait. On va au bout de nos idées. Lorsqu'on s'engage sur quelque chose, alors il y a l'innovation technologique, ça, on a toujours su faire. Mais après, l'innovation dans les comportements, je pense que c'est les hommes et les femmes qui composent Cloître dans son ensemble qui fait qu'on a envie de faire bouger les choses. Il y a un truc, moi, qui me caractérise, est-ce que c'est lié à mon passé de qualiticien ? Mais en fin de chapitre de la norme ISO, le dernier chapitre, c'est l'amélioration continue. Et ça c'est ce qui m'intéresse dans mon métier en l'occurrence. Mais lorsqu'on est toujours dans un process d'amélioration continue, il faut se poser des questions, savoir comment on peut faire mieux, comment on peut faire mieux. Donc on peut faire mieux sur la technique, c'est facile, il faut souvent des équipements. Par contre, sur l'organisation, c'est de l'implication en termes managériels et dans la façon de faire participer les équipes. Aujourd'hui, toutes les idées, c'est pas Christophe Dudy, c'est l'ensemble du CODIR, c'est l'ensemble des responsables qui font naître les bonnes idées. Voilà. Mais par contre, le but du jeu, c'est de rendre ces éclosions de bonnes idées possibles, en libérant la parole, en donnant confiance aux équipes. Et ça, c'est le rôle du manager, de rendre ça possible. Et je crois que les équipes, quel que soit leur poste, sont pas mal impliquées dans la mise en place des stratégies de communication, des outils de communication. Tout seul, on a toujours une bonne idée, mais est-ce qu'elle est partagée par tous ? Ça, c'est plus difficile. Donc l'idée, face à chaque thème de communication, on essaye de se chahuter, des réunions brainstorming avec les équipes du market, il y a les équipes de l'APAO, les équipes du commerce, mais ça peut venir de différents ateliers. Il nous arrive donc de faire des séances de brainstorming, comme on l'a fait là, sur les 12 derniers mois de 2020. Tous les mois, on faisait une réunion de préparation pour la vidéo du mois d'après. Donc là, il y avait différents services représentés, il y avait 5 services représentés. Et c'est riche parce que chacun a sa vision, et puis c'est un moment où on déconne, on brainstorm, et puis il sort toujours des trucs sympas. Et après, en fait, on se rend compte que tout le monde a envie un peu de jouer le jeu, de communiquer, parce que c'est pas juste pour faire de la com, c'est que ça nous plaît, ça nous amuse aussi, et c'est ça qui est bien. À ton avis, quel est le support qui fonctionne le mieux pour Cloître ? Les vidéos, le blog, les réseaux sociaux, le print ? Tous. Tous. Si on fait que des vidéos, on va pas toucher tout le monde. Si on fait que du print, on va pas toucher tout le monde. Si on est que sur les réseaux sociaux, on va toucher beaucoup de monde, mais ça dépend comment ça va être fait. Si c'est juste du texte, il faut, et c'est un ensemble. C'est du multicanal et du multi-support. Il faut mixer les deux. Par contre, il faut une cohérence dans tout ça. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une chose sur le papier et une chose sur la vidéo. Il faut qu'on trouve un univers. On dit, tiens, on voit une vidéo, ça c'est Cloître. Ou ça c'est Cloître. C'est la cohérence, ouais. Peu importe, je dirais, un peu le support. Donc je ne sais pas lequel fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne, c'est peut-être parce qu'on est cohérent dans tous nos supports de communication. Et vous avez un autre canal de communication avec à la fois vos clients, vos prospects, c'est les ateliers Cloître. Alors là, effectivement, on communique avec nos clients, mais il y a aussi une vertu pédagogique à ces ateliers. Donc c'est des ateliers qui sont... alors il y a l'atelier éco-conception, il y a l'atelier des pièges à éviter, il y a le print dans les stratégies de communication, il y en a plusieurs. Et à chaque fois, donc on invite clients, prospects, concurrents, tout le monde vient. Donc là, c'est un peu plus compliqué pendant la période Covid, mais donc on invite et on explique la thématique pour donner un maximum d'expertise à notre public pour qu'ils puissent faire les bons choix par la suite. En fait, lors de ces ateliers-là, ce qui se passe, c'est que c'est nos clients qui font partie des ateliers, qui nous font la meilleure communication auprès de ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'ils expliquent les problèmes qu'ils ont eus. Ah oui, nous on avait eu ça, et j'avais appelé Daniel, et il nous avait... Ah oui, c'est bien ça, vous faites ça comme ça, etc. Encore là, c'est... Mettez des imprimeurs ensemble, ou des gens des arts graphiques ensemble, ils vont parler d'art graphique. Et on va échanger, on va se nourrir de tout ça, et ça, c'est vachement intéressant. Donc oui, nous, c'est intéressant parce qu'on est intéressé au final, on veut que les gens viennent vers nous, mais ces échanges-là sont toujours super enrichissants. Tu parlais de Covid, donc on voulait te demander quels effets le coronavirus et le confinement ont eu sur Cloître. Comment vous avez réussi à gérer cette crise et est-ce que vous avez réussi à maintenir tous les emplois ? Ça a été une période un peu compliquée
compliqué, mais globalement, je trouve qu'on s'en sort, on s'en sort bien. J'allais dire très bien, mais on s'en sort bien, oui. Déjà, on n'a jamais fermé, parce que déjà, on ne nous a pas demandé de fermer. Et à partir du moment où l'objectif numéro 1 était de préserver la santé des uns et des autres, on avait mis toutes les gestes barrières, les mesures sanitaires en place une semaine ou 15 jours avant le confinement. Donc déjà, on s'était préparé justement à faire gaffe à tout ça. Et là encore là, ce n'est pas uniquement la direction qui avait mis en place ces mesures-là, mais avec les représentants du personnel, on avait décidé de ce qu'il fallait faire pour limiter au maximum la propagation du virus. Donc, en général, lorsque ces décisions sont partagées, eh bien, elles sont appliquées. Donc, globalement, tout le monde joue le jeu. Alors après, par contre, lorsque le confinement est arrivé, oui, là, c'est les commandes qui ont commencé à s'écrouler. Mais à cette époque-là, nous, on avait beaucoup de clients qui nous faisaient confiance et qui avaient besoin de nous. Donc, on n'a pas fermé, on a continué à servir nos clients de la même façon. Et très rapidement, on a... À partir du mois de mai, les gens se sont déconfinés, sont venus travailler. Et depuis, je dirais, le mois de juin, globalement, on est à 95% des effectifs quasiment tout le temps. Donc oui, il y a des périodes où il y a un petit peu moins. Mais globalement, aujourd'hui, il n'y a pas eu trop d'impact sur les équipes en termes de perte de collaborateurs, parce que ceux qui sont partis sont des départs à la retraite, soit des départs volontaires, mais globalement, il n'y a pas eu de plans sociaux. Et on fait confiance, je dirais, à la démographie naturelle, pour que justement on n'ait pas à le faire. Donc là, il y a des gens qui potentiellement vont partir à la retraite dans 2, 3, 4, 5 mois. C'est plutôt eux qu'on met en activité partielle plutôt que les jeunes qui commencent, quoi. Et après, comment on s'en sort, c'est ce que je disais tous les ans. Je présente les résultats de l'entreprise et un peu la direction pour l'année. Et je faisais le parallèle avec un match de boxe dans lequel je prenais le match célèbre de Rocky Balboa et Apollo Creed dans le Rocky 2, où à la fin du film, les deux boxeurs tombent à terre. Donc ça, c'est le Covid. On est tous groggy, on est à terre, on a un genou à terre. Et le premier qui se relève, c'est lui qui a gagné. Et voilà l'objectif que nous, on s'est fixé en septembre, c'est de se relever. Bon, déjà, nous, on n'était pas à terre, on était déjà debout. Et là, maintenant, faut continuer à avancer. Et j'arrêterai là les comparaisons avec la bosse. On va pas taper tout le monde, mais par contre, faut être debout. Et pour gagner, c'est ce qu'il faudra faire. Donc vraiment, on se met dans une position d'un nouveau référentiel dans lequel il faut avancer. Il y a 2 valeurs qui sont très fortes chez Cloître, qui doivent aussi être utiles dans cette période un petit peu particulière. C'est l'audace et l'innovation. Comment tu les ressens au quotidien au sein des équipes? Question piège. Moi, ce que je ressens, aujourd'hui, c'est dans les équipes, c'est des gens qui sont concernés. C'est-à-dire que des fois, j'écoute avec d'autres chefs d'entreprise. Ils disent, oh là là, mais comment on peut faire pour faire... les miens, ils ne sont pas concernés, mes salariés ne sont pas concernés. Moi, il y a des fois, je dis, mais moi, j'ai de la chance d'avoir des salariés qui sont concernés. Tout simplement, peut-être parce qu'on donne du sens à leur objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? À partir du moment où on a un sens, on explique le bien fondé de ce que l'on est en train de faire, peut-être que oui, on s'y intéresse un peu plus. Et surtout, à partir du moment où on a la liberté de pouvoir agir sur l'objectif, ça rend peut-être les choses un peu plus intéressantes. Donc l'innovation vient peut-être de là, c'est-à-dire que oui, si je peux exprimer mon opinion, si je peux dire des choses, je ne suis pas qu'un simple pion d'une organisation, je suis un acteur, et quand je suis acteur, je suis plus intéressé. Et ça je le ressens au quotidien. Et puis après, ce que je sens aussi, c'est moi je l'ai senti pendant le Covid, les gens attachés à leur entreprise. Alors il faut savoir que chez Cloître, les gens restent longtemps. Il y a des gens qui ont la moyenne d'ancienneté, elle est au-delà de 20 ans. Il y a des gens qui est énorme. Ah oui, non, mais il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans de boutique. Et donc les gens sont attachés à l'imprimerie. Donc ça génère aussi ça. On a envie que ça marche. Donc on se met en position pour que ça marche. Le papier est assez décrié au niveau environnemental et on se demandait, en tant qu'imprimeur, comment vous faites pour respecter au maximum l'environnement dans vos pratiques? Alors, justement, déjà, en combattant toutes les idées reçues, comme quoi le papier ne serait pas environnemental. J'espère que vous avez 2 heures, parce que là, j'en ai pour longtemps. Pas de souci. Non, je plaisante. Alors, tout d'abord, le papier ne détruit pas les forêts.
Ça, c'est la première idée reçue. On se dit, ouais, le papier, on détruit les forêts pour... La déforestation, c'est l'industrie papetière. Alors ça, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% de la pâte à papier provient de chutes de scieries, d'usines d'ameublement et tout ça, où on récupère ces chutes-là et on fait de la pâte à papier. Le reste provient de forêts qui sont gérées durablement par des coupes d'éclaircies, des coupes d'entretien, etc., etc. Et ces forêts qui sont gérées durablement, c'est leur objectif de donner du bois à une industrie papetière ou autre. Ce n'est pas l'industrie papetière qui détruit les forêts, c'est l'agriculture intensive qui fait que on enlève des forêts pour planter des palmiers et faire de l'huile de palme pour manger du Nutella, par exemple. Et j'ai rien contre le Nutella. Le papier en lui-même n'est pas mauvais pour l'environnement. Je dirais même, lorsque je vois certains mails où c'est écrit « N'imprimez pas ce mail, pensez à l'environnement ». Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, imprimez ce mail, pensez à l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des mails ont une valeur énergétique qui est énorme. On est en train de fabriquer des serveurs au pôle Nord parce qu'on n'a plus suffisamment d'énergie pour refroidir ces salles de serveurs, là, parce que y en a tant. Donc là, on marche un peu sur la tête. Donc, le papier, pour moi, c'est un support d'avenir. Alors oui, on en utilise moins qu'avant, mais on l'utilise mieux peut-être. Alors par contre, là où je suis un peu déçu, c'est qu'on était en train justement, avant Covid, de redonner ces lettres de noblesse au papier et justement cette opprobre allait plus vers le plastique où là on a commencé à diaboliser le plastique et le papier c'était bien, on pouvait mettre des emballages en carton, etc., etc. Donc tout ça c'est bien. Le Covid a eu pour effet d'accélérer un peu le comportement des consommateurs. Et c'est comme tout, lorsqu'on met une contrainte, l'être humain, l'organisation s'adapte et fait différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accéléré le fonctionnement de nos comportements digitaux parce qu'on était contraints, on ne pouvait pas faire autrement. J'en veux pour preuve les visios, les contacts via LinkedIn et tout ça, le commerce via tous ces outils-là. Et tout ça, malheureusement, ça a accéléré la baisse des volumes imprimés. Il y a plein de choses qui avant étaient faites sur papier, notamment tous les grands groupes, les grands communicants, à un moment donné, dans leur stratégie, ils se sont dit « Allez, stop le papier, on va aller sur du digital ». Ils en sont tous revenus. Pourquoi ? Parce que l'atteinte de l'objectif n'était pas bonne, et surtout le retour sur investissement n'était pas bon. Effectivement, ça ne coûtait pas cher, mais ça ne rapportait rien. Donc ils sont revenus sur leur stratégie. Et là, ce qu'on vit avec le Covid, c'est que c'est plus ces grands groupes-là. Le grand groupe, c'était le haut de la pyramide. Là, ce qu'on vit là, c'est tout le monde. C'est le consommateur lambda, c'est les petites structures, c'est les artisans, c'est les commerçants. Tout le monde se dit, tiens, mais finalement, j'ai réussi à faire la même chose avec du digital sans imprimer. Ouais, tu as réussi à faire la même chose. Mais quel sera le résultat ? C'est là où on va perdre un peu d'audience, je dirais, par rapport à certaines entreprises qui vont basculer sur du digital. Ils vont se rendre compte que ça ne marchera pas. Et ils vont y revenir, mais en attendant, oui, c'est des parts de volume imprimé en moins, ça c'est clair. On va passer à des questions un petit peu plus orientées Bretagne. Question très simple, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être fortement implanté en Bretagne ? Parce que je suis en Bretagne. L'implantation dans un territoire, je considère qu'en fait, si on vit sur un territoire, si on veut qu'il se développe, si on veut l'améliorer, aide-toi le ciel t'est droit. Donc si l'ensemble des équipes œuvrent tous vers ce développement-là, on contribue tous à l'amélioration du territoire. Donc après, c'est par des engagements. Alors notamment, il y a Produits en Bretagne, dans lequel on est, et avec qui on partage, avec les entreprises, on partage justement cette défense de l'économie locale, l'économie du territoire, mais parce que si aujourd'hui je bosse avec mon voisin, ça crée de la valeur ajoutée chez lui, qui va créer de la valeur ajoutée chez son voisin, et ça va revenir chez moi, et c'est une économie circulaire qui fait que on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver ce que l'on a souvent juste à côté de chez soi. Mais ça, c'est l'implication. Enfin, moi, c'est dans mes jeunes. On s'implique. Moi, je me vois pas arriver dans une association, juste être juste là, qu'est-ce qu'on fait ? J'écoute. Non, j'ai envie d'être acteur. Et c'est la même chose lorsqu'on arrive sur un territoire. Si on veut que ça bouge, il faut être acteur. Donc s'impliquer. Justement, tu es né en Vendée, tu as travaillé 10 ans à Bordeaux. Pourquoi venir en Bretagne, à Saint-Donat, pour reprendre Cloître ? Alors justement, entre les Vendéens et les Finistériens, il y a beaucoup de points communs. Aujourd'hui, les Finistériens, ils ont une capacité à faire les choses ensemble, à se trouver des solutions que d'autres ne trouvent pas.
Et ça, il y a une similarité avec la Vendée, pour différentes raisons. Géographique pour le Finistère, c'est-à-dire oui, on est entouré de flottes, et puis bon, le Montaré, il n'y a pas centre-Bretagne, il n'y a pas grand-chose. Les gens se regroupent entre eux pour s'en sortir. La Vendée, c'est plutôt historique, c'était les guerres de Vendée, ça a été le département poubelle, je dirais, pendant à la sortie de ces événements-là. C'était la risée pour un préfet d'être nommé en Vendée. Et pareil, donc les départements limitrophes ne voulaient pas trop travailler avec la Vendée. Et les Vendéens, ça a généré chez eux une envie de s'en sortir ensemble. Et bizarrement, ces départements-là sont un peu plus dynamiques, s'en sortent mieux quand ça va pas. Pourquoi ? Parce au lieu de penser que les autres vont nous aider, on s'aide entre nous, et bizarrement, ça marche. Pourquoi après je suis arrivé en Bretagne ? Parce que l'opportunité s'est prêtée. J'avais eu l'opportunité à Bordeaux, mais après, c'est des questions de rencontres et d'hommes qui fait que ça n'a pas pu se faire. Et quand Jean-Yves me propose de l'aventure ici, j'ai pas réfléchi très longtemps, parce que le projet me plaisait bien, et la Bretagne me plaît aussi. Tu parlais tout à l'heure de produits en Bretagne. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça vous apporte au quotidien, puisque vous êtes des membres actifs de Produits en Bretagne ? Je pense qu'au quotidien, aujourd'hui, la réussite de Cloître, la réussite relative de Cloître, je dirais, elle le doit aussi à Produits en Bretagne, parce que en Bretagne plus qu'ailleurs, les gens sont vraiment concernés par l'économie locale. C'est-à-dire que, je dis plus qu'ailleurs, plus qu'à Bordeaux en l'occurrence, parce que ou d'autres villes que j'ai connues, mais j'ai vraiment connu Bordeaux. On a envie de travailler avec le confrère breton. Et Produits en Bretagne, c'est vraiment ça. Donc je pense, ça nous apporte du business déjà. Et puis après, c'est les échanges. Pour faire le parallèle avec un groupement que je connais très bien aussi, c'est Imprix Club, c'est un groupement d'imprimeurs, mais qui est basé sur les mêmes valeurs de partage et d'échange, qui fait que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Produits en Bretagne, c'est ça. On n'est plus tout seul face à ce grand tout. On se serre les coudes, on avance ensemble et on trouve des idées, on se remonte le moral. Ça brise la solitude du dirigeant, ça aussi c'est bien. Et encore là, c'est comme le berger espagnol, plus on en amène et plus on en retire. Et sur cette période Covid, le fait que vous soyez adhérent à Produits en Bretagne, est-ce que tu penses que ça a eu un impact positif ? Tous les adhérents qui sont sur l'aspect alimentaire, je pense que oui. En tout cas, moi j'ai fait attention à acheter des produits bretons. À chaque fois, je fais toujours gaffe à avoir le petit logo jaune. Sur des services, c'est moins flagrant, mais j'aurais du mal à le mesurer. Mais je pense que oui. Je pense que oui, ça nous aide, parce que si je compare à d'autres structures, on a tous subi la même crise. Bizarrement, je trouve qu'on s'en sort mieux que la moyenne. Donc cette appartenance à la Bretagne et ces réseaux-là fait que je pense qu'on s'en sort mieux que les autres. Chaque année, Cloître soutient des structures culturelles bretonnes. Pourquoi ce choix ? Quel type de structures sont aidées et comment ? Toujours dans le même but de s'impliquer dans son territoire. La culture, c'est très proche de notre métier. De tout temps, jamais, on a toujours mécéné, je dirais, des œuvres, des organisations, plutôt à vocation culturelle, parce que ça, pour nous, ça a du sens, tout simplement. C'est vrai que dans la période actuelle, elle est un peu plus compliquée. Mais si nous, on ne continue pas à aider la culture, qui le fera ? Et là, ça nous apporte encore là. Après, c'est plus de la découverte. Mais lorsqu'on est mécène de certains, par exemple, si je prends le fonds Hélène-Édouard Leclerc, c'est des rencontres fabuleuses. Lorsque vous avez la chance d'avoir un artiste qui expose, qui vient en bon à tirer en machine du catalogue, ça, c'est en tant qu'imprimeur, c'est des super rencontres. Et donc c'est aussi ça, c'est des rencontres, c'est de l'échange, du partage toujours. Et si on peut donner un coup de main à ces organisations qui en ont besoin, quand on peut, on essaye de le faire au maximum. On va s'acheminer vers la fin de l'entretien. Je vais te poser une question un petit peu plus personnelle. Quel est ton plus gros succès ? D'être devenu le patron de Cloître. Je me suis jamais réveillé un matin en me disant un jour je serai patron. Ça a été un cheminement presque naturel. Et en fait, un jour, je suis devenu patron de Cloître. Et c'est au-delà du métier, c'est tout le développement personnel que ça a généré en moi par rapport
aux échanges que j'ai pu faire, aux formations que j'ai pu faire, aux gens que j'ai pu rencontrer. Aujourd'hui, je suis content d'être là, quoi. Je suis content de ma vie, vraiment à plein d'égards, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, à la région que j'ai découvert. Et ouais, c'est mon plus gros succès, c'est ça, d'être arrivé ici, en fait. À l'inverse, est-ce que tu as vécu un gros échec professionnel? Et si oui, comment est-ce que tu l'as traversé? Quels enseignements tu en as tirés? Des échecs professionnels. Alors, je ne veux pas paraître présomptueux, mais je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas connu de grosses désillusions. Mais par contre, je l'ai toujours en tête, donc c'est peut-être pour ça que je me suis dit, putain, là, on va se planter, donc j'essaye toujours d'anticiper 2, 3, 4, 5 coups d'avance. Et après, c'est une posture. C'est-à-dire que l'échec, ça fait juste partie du cheminement, quoi. Donc, il y a peut-être des choses que... sur le coup, mais je m'en souviens pas, là, qui ont été un échec, mais en fait cet échec-là m'a juste fait rebondir pour aller faire autre chose. Donc en fait l'échec fait partie de l'avancement, fait partie de la réussite en fait. Donc en l'occurrence, voilà, je pourrais dire ça, si j'avais pas échoué la reprise de l'entreprise dans laquelle j'étais à Bordeaux, j'aurais pas eu la réussite que j'ai connue là. Mais je retiens plus la réussite d'être là que ça s'est pas fait là-bas. C'est que ça devait pas se faire. Dire que c'est un échec, après, c'est... Et à part ton bureau chez Cloître ou le terrain de rugby le week-end, quel est ton endroit préféré en Bretagne? Si tu enlèves les terrains de rugby, au bord de l'eau. Bord de l'eau, j'ai pas forcément d'endroit préféré. J'aime la nature. J'adore me laisser surprendre. On fait du VTT avec des copains et on se retrouve... sur la presqu'île de Plougastel et au détour d'un chemin, bam, on tombe sur le Goulet, c'est juste magnifique. Ou des petites promenades en forêt. Voilà, il y a tellement de lieux magiques et beaux en Bretagne que j'ai bien aimé Ouessant cet été. Disons que j'ai rencontré quelqu'un qui me l'a fait vraiment découvrir de la plus belle des façons, un Ilien. Ouais, c'était pas mal. On va dire, allez, un petit côté Ouessant. Une question peut-être un petit peu difficile, mais qu'est-ce que c'est pour toi être breton? Alors... On t'avait dit qu'elle était difficile. Ouais, non, j'entends. Alors quand je suis arrivé, je me souviens, quand je suis arrivé, j'étais le Bordelais qui avait racheté Cloître. Je me suis jamais considéré comme un Bordelais. D'ailleurs, je suis pas Bordelais d'origine, je suis Vendéen. Et on me disait, ouais, de toute façon, t'es pas breton, toi. Et en fait, j'avais toujours aimé la Bretagne ou ce qui faisait référence, et tout ce qui est gaélique, celtique, pardon. Et notamment Triane. Et il y a une chanson de Triane qui s'appelle La découverte ou l'ignorance, et dans laquelle il dit justement, on ne naît pas breton, on le devient. Et oui, moi je le suis devenu, tout simplement en étant, je pense, bien dans ma région, en étant investi dans mes relations avec les autres, en vivant comme un breton, comme quelqu'un qui est ici. Alors après, ce que j'aime bien chez le breton, c'est que c'est un peuple authentique. Il se dit les choses, ça triche pas. Donc ça aussi, c'est des trucs... le rugby, c'est ça aussi. C'est des gens qui se rencontrent, et pas que sur le terrain, mais c'est des rencontres vraies et authentiques. Et ça, moi, ça me va bien. Donc cette authenticité... Donc peut-être c'est pour ça que je me sens aussi breton. Je suis têtu aussi, mais je sais pas. Têtu, non, j'ai des objectifs, j'essaye de les atteindre, et puis je lâche rien. Ouais, on lâche rien. Si c'est ça être breton, je suis breton. La Bretagne, c'est aussi une terre d'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelles sont les entreprises à suivre en ce moment en Bretagne? Les entreprises à suivre? Je pourrais faire la liste de tous mes copains, mais il y a des réussites que je trouve fabuleuses. Faut que j'oublie personne. Que tu fasses de jaloux. Non, mais il y a l'entreprise Cadiou, les portails. Quand je vois ce qu'ils sont capables de faire au fin fond de Locronan, ils ont doublé ou triplé leur effectif en très peu de temps. Il y a la société Amzer, c'est des pompes à chaleur, et je trouve que ce que fait son dirigeant par rapport à son engagement et sa façon de réinventer son métier, je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de structures. Pas que j'en oublie. Il y a Ecomiam, Daniel Sauvager, la réussite qu'il a avec une idée basique, mais en plus avec des valeurs très fortes. C'est des entrepreneurs qui vont de l'avant et qui créent de l'emploi. Tout ça,
et qui ont des convictions fortes. Donc ouais, ça me plaît bien. Puis ouais, Ecomial, c'est l'entreprise à suivre en ce moment. En plus, ils sont rentrés en bourse récemment, là. Bravo d'ailleurs. Qui y a d'autres y a Enaf, mais ça c'est parce que j'aime bien le pâté, moi. Après le match le dimanche. Ouais, non, ça doit être ça. Ouais. Après, oui, après, alors si on est parti sur la Coref, on va faire toutes les bières. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et pour les auditeurs qui veulent soit te suivre, soit suivre Cloître, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? La chaîne YouTube de Cloître, le Facebook de Cloître, le LinkedIn de Cloître, et puis chez nous aussi, on peut venir nous voir. On redonnera tous les liens dans les notes du podcast. Et juste pour rappel, le site de Cloître, est-ce que tu peux donner l'adresse ? Cloître-imp.fr. Super. Un grand merci Christophe pour ton temps et tes réponses. Merci à vous. Un grand merci à Christophe Dudy de nous avoir reçus chez Cloître et d'avoir partagé son parcours et ses réflexions dans notre podcast. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Christophe, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de Cloître dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et LinkedIn ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes. À très bientôt.